Dans la tête de Vladimir Poutine, épisode 2, l'héritage traumatique. Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur Résilience Psy, la chaîne dédiée à la psychologie. Dans le premier épisode, nous avons planté le décor en parlant de l'identité viriliste de Vladimir Poutine. Dans celui-ci et dans les suivants, nous allons tenter de comprendre comment cette personnalité s'est forgée. Je suis psychologue et je m'intéresse aux personnalités particulières, celles qui commettent des violences extrêmement graves comme les tueurs en série ou qui les organisent comme les dictateurs. Et donc c'est dans cette voie que nous nous engageons pour ces épisodes avec Vladimir Poutine. Bien sûr, comprendre ne veut pas dire vouloir trouver des excuses, c'est juste vouloir percer ce mystère de l'âme humaine, ce côté sombre de l'âme humaine. Commençons par le commencement. Vladimir Poutine est né quelques années après la guerre, le 7 octobre 1952 à Leningrad, qui en 1991 a été rebaptisé Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine naît dans une atmosphère de malheur collectif. Il porte à la fois le fardeau de l'héritage collectif de la guerre et du stalinisme. Vladimir Poutine est donc né à Leningrad, une ville martyre pendant cette Seconde Guerre mondiale, une ville qui a connu un siège par les Allemands de 872 jours et qui a fait à peu près 1 million de morts. Une personne sur 3 est donc décédée durant ce siège. Les gens sont morts, bien sûr, suite au bombardement allemand, mais aussi de maladies et surtout du froid. L'hiver 1941 a été particulièrement meurtrier. Les températures sont descendues en dessous de 38 degrés Celsius et les gens sont morts de faim. Ils sont morts de faim parce qu'il y a une volonté délibérée de la part d'Hitler d'affamer la ville. Pour mieux comprendre la situation d'époque, voici un bref documentaire avec ici les bombardements, les maisons détruites. Après les premiers bombardements, la ville a été assiégée. Il était impossible à quiconque d'y pénétrer ou d'en sortir. Hitler avait pour objectif d'affamer les habitants et la situation se détériorait chaque jour un peu plus. Les transports étaient à l'arrêt, on voit là tous les bus et tous les trams sur le côté, l'électricité coupée, les canalisations d'eau gelée et la nourriture de plus en plus rare. Là on voit un homme qui tire un cadavre sur un traîneau. Avec l'arrivée de l'hiver, des milliers de personnes moururent de faim et de froid. Et là on voit les corps qui s'entassent dans les rues et dans les cours des immeubles. Il faut s'imaginer cette terrible famine. Les gens mangeaient vraiment tout ce qui pouvait l'être. Les animaux domestiques pour commencer, mais pas uniquement. Ils ont aussi mangé des cosmétiques, de la colle de papier peint, du cuir bouilli. Et plus grave encore, ils ont aussi mangé des cadavres humains. On rapporte plus de 2000 cas d'arrestation de personnes qui ont été arrêtées pour cannibalisme. Vladimir Poutine naît donc et grandit dans une ville qui porte les stigmates de cette guerre. Les habitants aussi portent leurs blessures, leurs traumatismes. La guerre a fait 60 millions de morts au total. Rien que pour l'URSS, on compte 26,6 millions de morts, c'est-à-dire près de 45% du nombre total de pertes au niveau mondial. La population soviétique est traumatisée par la Seconde Guerre mondiale, mais également par le stalinisme. Joseph Staline est décédé le 25 mars 1953, peu après la naissance de Vladimir Poutine. Et ce dictateur sanguinaire a fait, durant ses années au pouvoir, entre 15 et 20 millions de morts. Certes, la famille de Vladimir Poutine n'a pas été personnellement touchée par la répression stalinienne, on y reviendra dans un prochain épisode, et on a voulu faire de Staline, ce petit père des peuples, le héros qui a libéré l'URSS du joug des Allemands. Il n'en reste pas moins que les grandes purges restent dans toutes les mémoires. Outre cet héritage de traumatisme collectif, Vladimir Poutine porte aussi le lourd fardeau du trauma de ses parents, parce que ses parents ont payé un lourd tribut à la guerre.
Parlons d'abord de la mère de Vladimir Poutine, Maria Ivanovna Poutina, née Shelomova. Elle a connu les 872 jours de siège à Leningrad. Maria a eu faim pendant cette guerre, elle a eu très faim, elle s'est beaucoup affaiblie et un jour elle s'est évanouie d'inanition. Les gens l'ont crue morte et l'ont donc allongée à côté d'un tas de cadavres qui devaient être donc ensevelis dans une fosse commune. In extremis, elle reprend ses esprits, elle gémit et c'est ainsi qu'elle sera sauvée et elle vivra jusqu'en 1998. On peut s'imaginer que le terrible siège de Leningrad, ces 872 jours de famine et de bombardement, ont dû laisser des traces chez cette femme et probablement plus encore le fait d'avoir failli être enterrée vivante dans une fosse commune. Bien sûr, à l'époque, il n'existait pas de soins psychologiques et en particulier pour les civils. Et donc on ne peut qu'imaginer que cette femme a porté son psychotraumatisme toute sa vie. Parlons maintenant du père de Vladimir Poutine, Vladimir Spirodonovitch Poutine. Dès le début de la guerre, il s'engage comme volontaire et il est affecté à un bataillon destructeur du NKVD, c'est-à-dire les services de renseignement, l'ancêtre du KGB. Il devait mener des actions de sabotage derrière les lignes allemandes, au plus près du danger donc. En Estonie, près de Kingisepp, son unité est encerclée par les Allemands. Sur 28 personnes qui constituaient son groupe, seuls 4 vont survivre, dont lui. Il doit sa survie au fait de s'être caché dans un marécage et d'avoir respiré avec une paille, comme l'ont fait d'ailleurs de nombreux rescapés Tutsis durant le génocide du Rwanda en 1994. Plus tard, il a été envoyé dans une autre zone difficile connue sous le nom de Nevski Piatachok, un petit bout de terre que se sont disputés âprement les Allemands et les Soviétiques. Ça a été un véritable carnage. Le père de Vladimir a été blessé à la jambe par une grenade allemande. Il a été grièvement blessé, il perdait beaucoup de sang, il croyait sa dernière heure venue quand est passé par hasard par là un soldat, un de ses anciens voisins, qui l'a aidé et qui l'a sauvé, qui l'a amené à l'hôpital. Rappelez-vous, ils sont derrière les lignes allemandes, ce qui fait qu'il fallait passer la ligne de front, c'est-à-dire la Neva, le fleuve, qui était gelé à ce moment-là. Ils étaient donc une cible facile, mais ils en ont échappé. Ils en ont échappé, mais le père de Vladimir a gardé une sérieuse boiterie. Or, on sait que les blessures qui laissent des traces durables sont parmi les plus traumatogènes puisqu'elles vont rappeler sans cesse quotidiennement à la victime son infortune. Elle va lui rappeler quotidiennement son trauma. Donc on ne peut que penser que cet homme était traumatisé par tout ce qu'il a vécu durant la guerre. Pour nous plonger dans l'ambiance de Nevski Piatachok, voici un petit document. Poutine dit de son père qu'il était assez taiseux, ce qui est peu étonnant pour l'époque puisque les hommes s'exprimaient peu, en particulier avec leurs enfants. Ceci dit, ce repli et ce mutisme peuvent aussi être des signes de traumatisme. Cependant, il a raconté ces récits héroïques de ces événements à la guerre qui ont probablement marqué le jeune Poutine. Les parents de Vladimir Poutine étaient endeuillés, doublement endeuillés. Ils ont perdu un premier fils en bas âge avant la guerre et le deuxième est décédé à quelques années pendant le siège de Leningrad d'une diphtérie. Comme d'autres dictateurs avant Poutine, je pense notamment à Pol Pot, à Staline ou à Saddam Hussein,
Poutine arrive donc après des enfants qui sont morts avant sa naissance. On le sait, le deuil d'un enfant est un des deuils les plus difficiles et laisse évidemment une trace dans le cœur des parents. Et donc on peut imaginer que ces parents vivaient un deuil compliqué. La mère fera baptiser son fils à l'insu de son mari. Son mari était membre du Parti communiste et responsable pour son unité ouvrière et il n'aurait donc pas compris puisque bien sûr la religion et le bolchevisme ne faisaient pas bon ménage. Alors pourquoi l'a-t-elle fait? Peut-être pour protéger ce troisième enfant de la mort. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle était donc en secret croyante, orthodoxe, et peut-être que l'amour de Poutine pour cette religion, qui est devenue aujourd'hui, on peut le dire, une religion d'État, vient peut-être de cet événement. Vladimir Poutine a-t-il vécu des traumatismes directs au sein de sa famille? Difficile de savoir. Son père était-il violent? Peut-être. En tout cas, Vladimir Poutine raconte au moins un événement où son père l'a été. Il avait fait une escapade sans prévenir ses parents et quand il est rentré, il a reçu des coups de ceinture. Ce qu'on sait aussi, c'est que Vladimir Poutine semblait avoir une certaine crainte de son père. Bien sûr, à l'époque, l'éducation était assez violente et souvent assortie de châtiments corporels, mais l'agressivité peut aussi être un signe de psychotraumatisme. Le jeune Vladimir Poutine a aussi vécu dans des conditions de vie difficiles. Sans être traumatique nécessairement, ces expériences peuvent aussi avoir eu un impact sur le jeune garçon. Après-guerre, les parents de Vladimir Poutine se sont installés dans ce qu'on appelle un communalkas, un appartement communautaire, un appartement délabré au centre de Leningrad. Il existe d'ailleurs toujours actuellement des appartements communautaires dans le Saint-Pétersbourg d'aujourd'hui. Pour les parents, ça devait être une régression importante par rapport à leur niveau de vie d'avant-guerre, eux qui étaient si fiers d'habiter une demi-maison. On voit sur la photo l'immeuble dans lequel a vécu Vladimir Poutine. Alors cet immeuble a été complètement rénové, donc il ne ressemble plus tout à fait à celui que Vladimir a connu dans sa jeunesse. En 1980, la maison a été considérée comme dangereuse et tout à fait rénovée. L'institutrice de Vladimir Poutine fait de cet immeuble et de cet appartement une description cauchemardesque. La cage escalier est infestée de rats, toutes les marches de l'escalier sont trouées, il n'y a pas d'eau chaude, il fait très froid, il n'y a pas de sanitaire, la famille est obligée d'aller au bain public pour se laver. La pièce qu'occupe la famille fait à peine 20 mètres carrés. Pour toute cuisine, c'est un petit couloir dans lequel il est difficile de se faufiler avec un four à gaz et un lavabo. Les parents se querellent, les parents de Vladimir se querellent avec les autres familles au sujet de cette cuisine collective. On voit que vraiment l'ambiance n'est pas celle dont aurait besoin un enfant. Dans les cours de l'immeuble et des ruelles environnantes, les enfants se chamaillent, se battent. On y reviendra d'ailleurs dans le prochain épisode. On voit ici la cour intérieure de l'immeuble où a grandi Vladimir Poutine. Ces conditions de vie dans les appartements et les bagarres dans les cours des immeubles ne sont pas nécessairement traumatiques. On parle aujourd'hui d'ACE, Adverse Childhood Experiences, les expériences négatives précoces, mais qui elles aussi peuvent laisser des traces durables sur la santé mentale. Quelles ont pu être les conséquences de cet héritage traumatique familial et collectif et de ces conditions de vie difficiles? C'est ce que nous allons voir maintenant. Très tôt, Vladimir Poutine a dû se construire une carapace. De ce qu'on peut voir de l'homme d'aujourd'hui, il semble s'être construit sur le modèle de ce qu'on appelle un attachement évitant. Voici quelques caractéristiques d'adultes qui, dans l'enfance, ont construit un attachement évitant. Ce sont des personnes qui adoptent une attitude distante, parfois hautaine ou méprisante. Ce sont des personnes qui ont le sentiment d'être fortes, autosuffisantes, indépendantes, autonomes et qui répugnent à dépendre des autres et certainement au niveau affectif.
Ce sont encore des personnes qui ont des difficultés à établir des relations de confiance. Elles gardent généralement leur distance. Ce sont des adultes qui ont un grand besoin de maîtrise, de contrôle, ils ne comptent que sur eux-mêmes. Ils réussissent d'ailleurs en général assez bien professionnellement dans leur vie. Ce sont des gens qui osent prendre des risques, des gens qui voyagent, parfois loin. Ce sont des personnes qui rompent facilement en cas de désaccord ou si elles ont le sentiment d'être utilisées ou si elles ont le sentiment d'être trahies. Elles ont des difficultés à s'ouvrir, à partager leurs idées intimes, personnelles, privées, à partager leurs émotions. C'est d'ailleurs des personnes qui manifestent peu d'émotions, d'une façon générale. Elles semblent aussi manquer d'empathie. Elles minimisent, elles passent sous silence ou elles oublient les expériences négatives qu'elles ont vécues et certainement elles nient ou elles diminuent l'impact de conséquences d'événements difficiles de vie. Ce sont des personnes qui sont souvent centrées sur les tâches, sur les choses à faire, et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elles réussissent généralement bien professionnellement, et qui sont focalisées sur leur processus interne, c'est-à-dire des personnes qui réfléchissent beaucoup, qui anticipent, qui rêvent, qui imaginent. Ce sont des personnes qui sont souvent dans une logique de toi ou moi. Elles ne sont pas dans le nous, mais plutôt dans le toi ou moi. Donc ce sont des personnes qui se sentent vite utilisées par autrui. Le sentiment que les autres les utilisent pour leurs propres besoins personnels à leur détriment. Les personnes qui présentent un attachement évitant sont souvent des personnes calmes, pragmatiques, responsables, prévisibles et qui sont d'ailleurs même parfois agréables à fréquenter parce qu'elles masquent leurs émotions négatives et qu'elles affichent une façade positive. Mais un stress, un événement particulier et tout peut basculer. À ce moment-là, elles peuvent devenir agressives, imprévisibles, sarcastiques, couper les relations et prendre de la distance. Nul doute que les parents de Vladimir Poutine aimaient leur petit garçon, mais ils étaient abîmés eux-mêmes par la vie, ils étaient traumatisés, ils étaient endeuillés, confrontés à des conditions de vie difficiles, et ils n'ont peut-être pas été à même d'offrir à leur enfant ce dont ils avaient besoin, c'est-à-dire un attachement sécure. L'institutrice de Vladimir Poutine, Vera Dmitrievna Gourevitch, dit du père qu'il était très strict, qu'il était très sévère, que la mère était bienveillante, mais qu'il n'y avait dans cette famille pas de bisous, pas de câlins, pas de tendresse. Alors bien sûr, à l'époque, les parents étaient peut-être moins démonstratifs avec leurs enfants, mais en tout cas dans la famille Poutine, c'est suffisamment important ou différent des autres familles pour que l'institutrice le relève et en parle. Il est possible que les parents de Vladimir se soient montrés incapables de répondre à ses besoins, notamment quand il était en détresse ou quand il était malade, voire même qu'ils se soient montrés indifférents ou hostiles. Les enfants qui ont développé un attachement évitant ont souvent des parents qui découragent le besoin de réconfort, qui découragent les pleurs et qui vont encourager et valoriser l'indépendance et l'autonomie. En ce qui concerne les mères, elles veulent souvent bien prendre soin de leur enfant, mais en fait, elles ne savent pas comment réagir par rapport à leur détresse. L'institutrice de Vladimir Poutine dit que pour la mère, tout ce qui comptait, c'est que Volodya, donc Vladimir Poutine, soit bien nourri, qu'il soit rassasié. En fait, ces enfants apprennent très tôt à se faire une carapace, c'est-à-dire à taire leurs besoins d'affection pour pouvoir rester auprès de leurs parents. Bowlby dit que c'est un évitement qui est au service de la proximité, c'est-à-dire qu'en taisant leurs besoins, en évitant aussi d'ailleurs de rappeler aux parents leur traumatisme, donc sans poser de questions par rapport à ça, eh bien ces enfants peuvent rester proches de leurs parents et souvent ce sont des enfants qui aiment leurs parents. Nous savons aujourd'hui que les traumatismes vécus par nos parents et par nos grands-parents peuvent nous être transmis via des marques épigénétiques, c'est-à-dire des marques qui sont laissées sur notre ADN. Nous avons d'ailleurs consacré une vidéo à ce thème, l'impact des traumatismes sur l'ADN, avec Nathalie Zamateo, épigénéticienne, sur cette chaîne YouTube Résilience Psy.
On sait que ces marques génétiques, épigénétiques, exposent les individus à des risques accrus de maladies somatiques, de troubles mentaux et aussi de troubles du comportement et notamment de troubles antisociaux. Une bonne partie des informations biographiques sont issues de ce livre, Vladimir Poutine, première personne. C'est un ouvrage assez unique puisque c'est la seule fois où Vladimir Poutine s'est livré à la presse. C'était en 2000, il était alors président par intérim. Il est maintenant l'heure de nous quitter. Nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième épisode. Dans le troisième épisode, La loi du plus fort, nous comprendrons encore mieux comment s'est construite cette identité viriliste de Vladimir Poutine. Merci de votre écoute.